On va donc, mesdames et messieurs, entamer tout de suite la première partie de notre interview pour ce soir avec nos invités que je vais tout de suite vous présenter. Nous parlerons en premier lieu des attentats de Bruxelles et en second lieu, on va aborder le remaniement ministériel normalement prévu pour demain selon mes invités. On va parler de cela plus en détail avec eux, mais je vous présente d'abord Monsieur Cherif Samir, journaliste. Et Monsieur Hamdi El-Husseini, rédacteur en chef de Rose Al-Youssef. مساء الخير. طيب في البداية طبعا je voudrais vous poser une question concernant les derniers événements, les attentats qui ont eu lieu à Bruxelles aujourd'hui. Sans doute, il y a une condamnation complète et nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. Et bien que cet attentat a été prévu après l'arrestation de l'une des présumées de l'attentat qui a eu lieu à Paris, mais en réalité, on n'a pas prévu que cet attentat serait atroce et sanglante et violent. Et sans doute, en tant qu'Arabes et musulmans, nous condamnons tous ces attentats atroces et nous souhaitons qu'il y aurait une position internationale contre cette violence et ce terrorisme d'une manière sérieuse et pratique et non pas seulement des condamnations ou des positions théoriques. On doit avoir une sorte d'alliance internationale pour la lutte contre ce fléau qui menace l'humanité. Donc, toute condamnation et nous souhaitons la guérison de tous les blessés et nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et nous souhaitons que ce sera le dernier attentat qui faisait des victimes et des innocents. Monsieur Cherif, cet attentat a eu lieu à la suite de quelques jours de l'arrestation de la tête pensante des attentats qui ont eu lieu à Paris. Est-ce que vous croyez que cet attentat a un lien avec l'arrestation de la tête pensante? Oui, il y a un lien entre les deux et l'Europe est considérée au centre du foyer terroriste et cet attentat a touché le cœur de l'Europe parce que Bruxelles est considérée comme la capitale de l'Union européenne et en examinant l'attentat, on va trouver que ces attentats ont visé des régions très sensibles à Bruxelles, l'aéroport international et les stations de métro souterrain qui se trouvaient très proches du siège de l'Union européenne. C'est un message adressé à l'Union européenne selon lequel il y aura des attentats qui vont toucher l'Europe et malheureusement il y a des commentaires arabes qui ont suscité l'interrogation en tête desquels figurent les commentaires du Hezbollah qui a déjà dit que l'Europe va être touchée par les attentats qui ont touché la région arabe. Et peut-être cela peut attribuer la responsabilité à Hezbollah. Mais c'est la réalité. L'Europe subit la même situation et elle essaie autant que possible d'être à l'abri du terrorisme. Et récemment, la preuve en est sur ce qui s'est passé en France et l'Assemblée nationale française a promulgué un projet de loi antiterroriste. Donc l'Europe ne sera plus à l'abri du terrorisme, mais le terrorisme va attaquer le continent blanc et cela en réponse du problème des réfugiés qui a eu lieu entre l'Europe et la Turquie. Pour cette raison, il appartient à toute l'Europe et à la communauté internationale d'être prudent et d'être attentif. Il y a un lien entre l'arrestation de la tête pensante des attentats qui ont eu lieu à Paris et cet attentat qui a eu lieu à Bruxelles et ce sont des messages adressés à l'Europe pour tout ce qui peut avoir lieu à l'avenir. Monsieur Hamza, donc ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles est douloureuse pour le monde entier. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui a subi des régions cruciales qui sont bien sécurisées comme l'aéroport. Alors, on a
On nous a reproché que que l'avion russe qui s'est écrasé à Sharm el-Sheikh était dû à un manque de sécurité à l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Et quand cet événement qui a eu lieu aujourd'hui a touché l'aéroport de la Belgique, que cela montre ou prouve? Sans doute, il y a un déséquilibre sécuritaire et il y a comme vous savez, l'aéroport est considéré comme l'une des régions les plus vitales et cruciales, non pas seulement à Bruxelles, mais dans n'importe quel pays au monde. Vous savez très bien que la mentalité européenne et occidentale ne suit pas les mêmes procédures arabes ou les mêmes procédures au Proche-Orient. Par exemple, tu peux entrer dans n'importe quelle université européenne sans aucune fouille. De même, vous pouvez accéder au Parlement sans aucune fouille. De même, vous pouvez rencontrer un haut responsable sans procédure sécuritaire très stricte. Mais à la suite de cet attentat, les Européens vont changer leur mode de vie et leur système, spécialement comme à la suite des attentats de Paris. Certains Français ont souffert des procédures et des mesures sécuritaires strictes. Et l'un de mes amis égyptiens s'est rendu à Paris et il a déjà dit que les procédures de sécurité avant cet attentat étaient très faciles, mais maintenant ils sont devenus plus strictes. Est-ce que l'Europe va se transformer en de conteneurs sécuritaires comme nous voyons dans les capitales arabes dans le cadre de la lutte antiterroriste, où il y aura des solutions radicales pour éliminer ce phénomène international de manière que l'homme va jouir de sa vie, parce que les mesures, les restrictions imposées sur la liberté de l'homme sont en réalité très inquiétantes. Et nous savons, quand je pars dans n'importe quel pays développé, que ce soit les États-Unis, vous savez que les mesures de sécurité sont très simples et ne sont plus très strictes et n'existent pas dans d'autres régions. Donc, est-ce que la situation va changer et après, à la suite de la répétition des attentats, est-ce que les Européens vont changer leur système de sécurité? À mon avis, ce qui imprime, ce n'est pas les mesures de sécurité, mais l'éradication de ce phénomène et la purification du monde de ces terroristes, mais non pas seulement à travers des mesures de sécurité, mais par des solutions économiques, politiques et rationnelles, parce que nous devons savoir que les mesures de dictature se sont répandues. Et ces phénomènes, c'est-à-dire les phénomènes de la tyrannie, vont mener à des éléments terroristes et qui peuvent être exportés aux pays développés ou qui peuvent être exploités dans les activités de la destruction de ces États. Donc, sans doute, il y a d'autres solutions non traditionnelles. On doit chercher des solutions politiques, démocratiques, des solutions pour la diffusion de la liberté, de la culture, de la tolérance. Il y a d'autres mesures qui doivent être prises en parallèle avec les mesures de sécurité qui peuvent provoquer, comme nous avons déjà vu au cours des 10 ans passés, que quand il y a un accroissement des mesures de sécurité, les actes de violence s'accroissent et la preuve en est ce qui se passe actuellement en Turquie. La Turquie jouissait de la liberté, de la démocratie et les mesures de sécurité et les accès à la Turquie étaient très simples. Mais après les actes de violence, de meurtre, de torture dans les prisons, maintenant la Turquie subit des actes terroristes quotidiens. Sans doute, cela confirme ce que j'ai déjà dit, qu'on doit chercher d'autres solutions en plus des solutions traditionnelles qui sont représentées par des mesures pour la diffusion de la tolérance, de la liberté, de la démocratie et l'alternance du pouvoir et l'élimination des autres dictateurs qui peuvent apparaître dans d'autres pays. Quand ces dictateurs apparaissent, sans doute, ils vont mener à l'apparition de nouvelles générations de terroristes qui peuvent attaquer
plusieurs pays au monde. Donc, M. Sharif, est-ce qu'il y a quelqu'un ou un groupe a revendiqué l'attentat ou pas? Jusqu'à maintenant, aucun groupe a revendiqué l'attentat, mais tous les indices soulignent que c'est l'organisation de Daesh. De même, vous pouvez dire, on peut dire que le crime organisé est diffusé partout. Donc, il n'y a plus de charges explosives qui sont explosées d'une manière aléatoire, mais comme vous avez déjà dit, les régions qui ont été attaquées sont des régions sensibles et cette organisation terroriste et professionnelle est dotée de toutes les mesures nécessaires. Comme vous savez, le budget de l'organisation de Daesh atteint de 100 millions de dollars. Donc, le terroriste, pendant les 10 ans passés, est un terroriste atroce. Mais comme je partage l'avis de mon collègue Hamdi, on a besoin de remédier les racines. Donc, le remède ou le traitement sécuritaire est insuffisant. Comme nous avons vu l'état d'urgence de 3 mois en Tunisie qui a été déclaré par le fondateur de la Renaissance, il a déjà dit que cela est insuffisant. On a besoin de renforcer la démocratie, on doit assimiler l'autrui. Pourquoi ces attentats n'ont pas eu lieu comme en Allemagne? Parce que, comme vous savez, la position de la chancelière allemande Angela Merkel a pu contenir la situation des réfugiés et par conséquent, on doit adopter la même position. Quelle est votre acceptation d'autrui et votre degré de tolérance? Parce que, comme vous savez, il y a des bombes qui doivent être désamorcées. C'est le but essentiel qui va nous permettre de lutter contre le terrorisme. Mais est-ce que vous prévoyez que cet attentat était pour la défense des réfugiés? Non, je ne crois pas. Alors, il y a un groupe de réfugiés qui ont été déçus et qui peuvent être bien exploités par le terrorisme. Ils peuvent être provoqués et recrutés par le groupe terroriste pour devenir le dynamite qui va exploiter et qui peuvent exploser la situation. Donc, ce qui nous prime dans le règlement de n'importe quel problème, c'est l'examen de ces groupes terroristes. Donc, le traitement du terrorisme par la condamnation et les communiqués publiés par les Nations Unies qui symbolisent l'inquiétude, ce sont des communiqués inutiles et qui ne vont pas mener à des solutions du problème du terrorisme. Le problème essentiel, ce n'est pas l'organisation de Daesh, mais le problème réside dans le fait que les pays développés, les pays en voie de développement ne sont pas dotés d'une stratégie claire pour la lutte antiterroriste. Ce sont des stratégies traditionnelles et par conséquent, le terrorisme va s'accroître. Est-ce que vous croyez que le message qui est derrière les attentats d'aujourd'hui représente quel objectif? Donc, je crois que le message, comme vous avez déjà souligné au début, vise à l'arrestation de la tête pensante de l'attentat de Paris. Et si cet homme est la tête pensante de l'attentat de Paris, mais il est considéré comme un des éléments terroristes et le terrorisme est diffusé partout. Et par conséquent, le message auquel le monde entier doit faire attention, spécialement les pays développés, qui appellent toujours à la démocratie, on doit comprendre que cette démocratie est appliquée sur le papier et que le terrorisme est exporté aux pays de la région du Proche-Orient. Donc, ce n'est pas seulement une condamnation des musulmans. J'étais surpris par un commentaire fait par le candidat américain à la présidentielle qui a déjà dit que le terrorisme résulte donc cela diffère des déclarations de Donald Trump et la rivalité entre Donald Trump et Mme Clinton sur le soutien du sionisme. Donc, comme vous savez, Israël est le fils dorloté par les pays occidentaux et cela va engendrer le terrorisme. Parce que, comme vous savez, l'opprimé est toujours dans le cadre des ennemis.
أستاذ حمدي Monsieur Hamdi, عايزين ننتقل on passe à un autre point très important qui est considéré comme un axe principal de notre interview, à savoir le remaniement ministériel. Il est prévu que ce gouvernement va prêter serment. Et quel est votre avis concernant le remaniement ministériel? Concernant la date du remaniement ministériel devait être aujourd'hui, c'est ce qui a été annoncé dans la presse et dans tous les communiqués de presse, selon lequel on a déjà dit qu'on va déclarer le remaniement ministériel et peut-être le gouvernement va prêter serment aujourd'hui et demain, le mercredi. Donc, jusqu'à maintenant, l'image n'est pas claire d'une manière définitive. Il y a des discussions et il y a des noms qui ont été déclarés, peut-être les noms qui ont été déclarés incluent sept nouveaux ministres qui vont être intégrés dans le gouvernement, en tête desquels figure le ministère de la Justice, du Tourisme, des Affaires sociales, de la solidarité sociale, l'enseignement, et l'investissement. Donc, et par conséquent, et la santé, le ministère de la Santé. Donc, nous avons 7 ministères qui vont être changés. Et on a déjà dit également que le Premier ministre, le Dr Cherif Ismail, a soumis une liste au président, mais cette liste a été rejetée. On a demandé certains changements des noms et par suite, il y a des procédures à suivre. On a déjà dit également qu'il y a une tendance pour la création d'un ministère de l'information. Cela contredit la Constitution qui a annulé le ministère de l'Information, mais on a confirmé que plusieurs gens demandent le retour du ministère de l'Information à la suite du chaos médiatique qui exige la présence d'un ministre de l'Information qui va être le maître ou le chef de toute la situation médiatique, mais je ne partage pas cet avis parce que cela contredit la Constitution. Tous les pays développés ne sont pas dotés du ministère de l'Information et cette affaire sera réglée par la loi et tous les pays développés sont dotés d'un organisme national qui gère le mass media. Comme vous savez, il y a la déontologie éthique qui est considérée comme un code moral. Il n'y a plus de textes d'incriminalité, il n'y a plus de pénalités dans la déontologie éthique, comme la déontologie éthique de la presse qui est considérée comme un code moral et il n'y a plus de pénalités imposées par cette déontologie éthique. Si nous avons un organisme national pour la supervision du mass média, sans doute cet organisme sera doté de pouvoirs nécessaires pour punir les présentateurs et les chaînes médiatiques qui contredisent la loi et par suite on peut imposer des sanctions très strictes sur ces chaînes médiatiques et ces sanctions seront répressives pour les chaînes. Mais cela n'est plus appliqué pour cette raison. Le chaos a été répandu. C'est en ce qui concerne le ministère de l'Information. Malheureusement, l'Égypte est malchanceuse, et spécialement avant et à la suite de la révolution du 25 janvier. Avant la révolution, on n'a pas vu un ministre qui a été jugé, même dans le domaine de presse. Nous avons déjà parlé de la loi du jugement, mais cette loi n'a pas été appliquée. On n'a pas vu un ministre qui a été honoré. Sans doute, nous avons plusieurs ministres voleurs. Donc, nous parlons des ministres qui ont déployé des efforts louables dans le domaine de son travail et les ministres corrompus. Donc, nous sommes malchanceux parce que les ministères qui ont suivi la révolution, comme de M. Hassan Sharaf, tous les gouvernements étaient des gouvernements
était mal coordonné. Il n'y avait plus d'harmonie entre les différents ministères. Donc, il y avait des ministres qui étaient contre, d'autres qui étaient avec. Donc, il n'y avait plus d'harmonie entre les différents ministères ou entre les différents éléments du gouvernement. Il n'y a plus d'harmonie ni entre le Premier ministre et les ministres. Pour cette raison, il y avait le chaos qui s'est répandu et les avis et les décisions contradictoires et on n'a pas adopté jusqu'à maintenant une décision précise. À titre d'exemple, dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement, ces pays ont précisé à la suite de leur crise un dossier, à titre d'exemple, l'enseignement. Donc, ils ont examiné l'enseignement par des décisions décisives qui seront en faveur de la nouvelle génération. Mais cette position n'a pas eu lieu en Égypte, que ce soit dans le cycle primaire ni dans le cycle universitaire. Pour cette raison, il y avait une sorte de confusion au sein des différents gouvernements. Il y avait changement gouvernemental, mais jusqu'à maintenant, il n'y a plus d'harmonie entre les différents ministres. Même M. Sherif Ismail, il y a un ministère qui œuvre efficacement et d'autres ministères qui ne travaillent plus. Il y a un ministre très laborieux et un autre ministre qui ne fait rien et qui est doté davantage d'opportunités. Donc, même cela, cette situation a eu des impacts sur la situation et les ministres n'ont pas tiré profit, n'ont pas appris des leçons des erreurs commises par les anciens ministres. Comme vous savez, il y avait une courte durée entre les anciens ministres et les ministres actuels. Donc, ils ont commis les mêmes erreurs et ils n'ont pas appris les leçons des anciens ministres. Donc, nous sommes malchanceux. Il paraît que nous ne sommes pas dotés d'un mécanisme pour la bonne désignation du Premier ministre et des ministres. Donc, ça sera ma dernière question avant de prendre la deuxième partie de notre interview. Monsieur Sharif, au cours du quinquennat ou des 5 ans passés, nous avons passé par 5 gouvernements ou 7 gouvernements qui a inclus plusieurs changements ministériels. Donc, en réalité, chaque ministre n'a pas duré un an. Il y avait un nombre minime de ministres qui a duré un an en l'absence d'un parlement et en l'absence d'une stratégie claire étatique. Sans doute, les conditions n'ont pas permis aux ministres de réaliser des outcomes pour le ministère. Donc, quels sont les critères à suivre par le nouveau gouvernement? Et est-ce qu'après le communiqué du gouvernement, le ministère va continuer son travail ou pas? L'image n'est pas claire. Cela fait partie du système politique en Égypte, spécialement à la suite de la révolution de 25 janvier. Je peux vous dire en résumé qu'il n'y a plus une minutie de la désignation des ministres parce qu'il n'y a plus une volonté réelle du changement. Il y a une volonté de monopolisation des postes. Cette culture continue jusqu'à maintenant et on doit se débarrasser de cette culture. Alors, peut-être, je ne peux pas désigner des ministres compétents, mais je dois être au courant du CV de ce ministre et par suite, je peux préciser le système qu'il adopte. On n'a pas l'art du contrôle et de la surveillance des ministres. Ce que nous voulons, c'est de préciser les erreurs et ne pas pour adopter des stratégies et des plans. Je vois qu'il y a des ministres qui affrontent la réalité, des ministres qui sont dotés de nouvelles idées innovatrices. Mais ces ministres trouvent qu'il y a un groupe qui essaye de minimiser ou d'handicaper le rôle joué par le ministre. Il n'y a plus un ministre qui se démissionne parce que, comme vous savez,
on a toujours la volonté d'accéder au poste. Et les seuls ministres qui ont démissionné, c'était le ministre de la Culture. Et je crois que le ministre Ahmed Lahed, le ministre des Affaires étrangères, a présenté sa démission. Donc nous parlons ici des exceptions, mais je n'ai pas vu un ministre apte à s'affronter, à affronter la réalité, à démissionner de son poste s'il est incapable d'accomplir son travail. Je crois que le moment ou le temps de la désignation du gouvernement n'est pas exact et il y a d'autres ministères qui n'ont pas été changés. Par exemple, le ministère du développement administratif. Qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de la corruption administrative? Vous parlez du développement administratif. Non, je parle du ministre du développement local et non pas du développement administratif. Il y a de même, le ministre de l'Intérieur, même si l'attentat qui a eu lieu à Bruxelles fait son alignement, comme vous savez, le terrorisme n'a plus de racines. Donc, si vous voulez prévoir ce qu'il y aura lieu aux prochains jours, je vois qu'il n'y aura plus de changements radicaux parce qu'il n'y aura plus de changements d'idées et de comportements et par suite, il n'y aura plus de changement de conscience. Il y a une absence de conscience, donc il y a absence de politique de parlement et de conscience et par suite il n'y a plus d'innovation. Alors il nous appartient au cours de la prochaine période de choisir des éléments jeunes dans les différents ministères. Mais jusqu'à quand on va désigner des ministres âgés, plus de 50 ans, alors que le Premier ministre français sont des jeunes. Donc, il y a une faute de désignation des têtes des différents ministères. Donc, au cours des prochaines heures, on va voir ce remaniement gouvernemental et on va entendre le communiqué gouvernemental et nous souhaitons que chaque ministre déploie de son effort, déploie des efforts louables à la suite de sa responsabilité. Et maintenant, je vous remercie donc de nous avoir suivis. C'était donc tout concernant le remaniement ministériel et les attentats de Bruxelles. À présent, nous allons parler du sommet des ministres africains de la Défense qui se tient aujourd'hui à Sharm el-Sheikh.